Bonjour, je suis Marc Ecker, directeur de la recherche et de la valorisation à l'IFRI. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Aurélien Denisot. Aurélien Denisot, bonjour. Bonjour Marc Ecker. Aurélien Denisot est docteur en sciences politiques de l'INALCO. Il a récemment rédigé une étude pour l'IFRI, étude portant sur la Mavivatan, qui est la patrie bleue, doctrine turque dont on va parler maintenant pendant quelques minutes. Peut-être que le meilleur moyen d'entrer dans le sujet, c'est d'évoquer la couverture de votre étude, puisqu'il y a une carte sur cette couverture, carte qui représente la Mavivatan et que vous opposez dans votre étude à la carte dite de Séville. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, nous expliquer un peu ce concept et puis comparer ces deux cartes ? Alors, qu'est-ce que la Mavivatan ? Littéralement, c'est la patrie bleue. La patrie bleue, qu'est-ce que c'est ? C'est à la fois le territoire maritime que revendiquent les concepteurs de cette doctrine et l'idée selon laquelle la Turquie doit devenir une puissance maritime et pour cela revendiquer donc cet espace. La carte qui est dessinée en fait l'a été en plusieurs temps, c'est-à-dire qu'il y en a ces deux amiraux, Cihat Yaycı et Cem Gürdeniz, qui ont d'ailleurs des parcours finalement assez différents puisqu'il y en a un qui est un peu, on pourrait dire, il agit en indépendant, Cem Gürdeniz, qui pourra alerter l'opinion, alors que Cihat Yaycı est davantage dans une optique de juriste conseillant le gouvernement turc, qui ont dessiné progressivement cette carte des frontières maritimes que la Turquie devrait revendiquer. Cem Gürdeniz, lui, s'est beaucoup occupé de revendiquer la zone qui est en mer Égée, tandis que Cihat Yaycı, lui, a plutôt dessiné et déterminer la limite que devrait avoir la Turquie en mer Méditerranée. Notamment, on lui doit cette idée de faire un accord avec la Libye sur les frontières maritimes. Ces amiraux considèrent que la Turquie est bloquée par une carte. Alors, qu'est-ce que c'est que cette carte de Séville dont on parle ? C'est une carte en fait qui a été imaginée dans les années 2000 en se basant sur les principes de la Convention de Montego Bay, qui n'a pas de valeur officielle, mais dont les Turcs sont persuadés qu'elle guide en fait la vision territoriale de l'Union européenne et de la Grèce. Et cette carte, en fait, en accordant une importance notamment aux îles grecques, qui sont situées à proximité des côtes turques, réduirait le territoire maritime turc à presque rien. Quand on observe la côte turque, on voit qu'en réalité, entre l'archipel grec et Chypre, vous avez une série de petites îles immédiatement au sud de la côte turque qui, selon les principes que les Turcs craignent de voir appliqués, pourrait en fait priver totalement la Turquie d'accès à la Méditerranée. Parce que ce que vous rappelez dans l'étude, c'est que la Turquie n'a pas signé la convention de Montego Bay, comme d'autres États méditerranéens d'ailleurs. Peut-être que vous pouvez nous expliquer pourquoi et quelle est du coup la position turque par rapport non seulement à cette convention, mais par rapport à sa zone économique exclusive. Exactement. Les Turcs n'ont pas signé la convention de Montego Bay, c'est très important à signaler puisqu'en fait, du point de vue turc, ils considèrent qu'il n'y a pas de violation du droit international puisqu'ils considèrent qu'une convention comme celle de Montego Bay ne peut s'appliquer qu'aux États qui l'ont signée. Donc, le discours officiel turc est de dire qu'il y a en réalité un vide juridique sur cette question des délimitations des frontières puisque la convention de Montego Bay et ses principes déterminant les zones économiques exclusives des États ne peuvent pas s'appliquer à la Turquie. Celle-ci doit donc négocier directement avec la Grèce et avec les autres États potentiellement riverains pour déterminer ses frontières. La convention de Montego Bay, ce que les Turcs lui reprochent en réalité, c'est de favoriser des États possédant de nombreuses îles, dans le sens où en fait elle intégrerait les zones économiques exclusives encadrant ces îles et favoriserait de ce fait ces États davantage que la Turquie qui, elle, possède un bloc continental, possède des très longues côtes, mais se verrait par le principe d'équidistance entre ces îles qui sont sur son pourtour et sa côte, réduite à un territoire maritime très faible. Et alors, quelle est la position de la Turquie par rapport à sa propre ZEE ? Et notamment, est-ce que vous pouvez nous parler de cette fameuse frontière maritime avec la Libye ? Alors, l'idée de la frontière maritime avec la Libye a été développée par Cihat Yaycı et c'est d'ailleurs à cette époque que celui-ci, au début des années 2010, est entré dans le débat sur les frontières maritimes turques qui avait déjà été ouvert par Cem Gürdeniz et éventuellement Soner Polat également. Cihat Yaycı a décrété qu'en réalité, pour fixer ces frontières, il fallait d'une part que la Turquie établisse un cadre solide, légal, avec des limites, et également qu'elle se trouve des partenaires. Et dans cette optique, il y a eu une idée de négocier avec la Libye, à l'époque d'ailleurs avec la Libye de Muammar Kadhafi, qui avait de bonnes relations avec la Turquie, pour établir cette frontière commune. Officiellement, l'idée en fait était, on négocie avec l'ensemble des pays souverains, on établit des frontières avec tous ces pays et ainsi on aura une zone économique exclusive définie par la négociation avec les voisins. Officieusement, évidemment, l'idée c'était de créer un partenariat
qui créerait un axe nord-sud, un axe frontalier entre la Libye et la Turquie, et qui bloquerait de facto les revendications grecques, notamment par rapport à la frontière avec l'Égypte, aux délimitations maritimes avec l'Égypte ou avec Chypre. Avec un enjeu très fort dans la zone qui est l'enjeu des hydrocarbures. Qui est l'enjeu des hydrocarbures, bien évidemment, puisque l'idée de patrie bleue s'est développée, alors non pas seulement d'ailleurs pour des questions économiques. Les amiraux considèrent qu'il y a aussi des questions stratégiques, qu'il y a la question des contrôles des voies maritimes de façon plus générale, et même sur le plan économique, ils sont intéressés aussi par exemple par les ressources halieutiques, mais il est évident que la découverte des hydrocarbures en Méditerranée orientale a bien sûr accru la pression turque et a conduit notamment les politiques turques à s'intéresser davantage à ce concept. Et alors vous expliquez dans cette étude que le concept de patrie bleue ne doit pas être confondu avec d'autres concepts dont on parle beaucoup aujourd'hui, et notamment celui du néo-ottomanisme. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence entre ces deux concepts ? Alors la première différence, ce sera bien sûr leur concepteur. C'est-à-dire que le néo-ottomanisme est né dans une logique d'intellectuels islamo-conservateurs, nostalgique plutôt de l'Empire ottoman qui était présenté comme un modèle et comme un outil de soft power devant permettre à la Turquie à nouveau de rayonner en tant qu'État-centre sur ses anciennes possessions, en jouant sur des leviers culturels, en jouant sur des leviers religieux, en jouant sur des leviers de solidarité linguistique et avec une politique multidimensionnelle. La Turquie, en fait, par ce néo-ottomanisme, entendait notamment investir le Moyen-Orient comme zone de libre-échange économique, comme zone d'appui stratégique, lui permettant de devenir une puissance globale. La patrie bleue a été élaborée par des gens qui, au contraire, n'ont pas du tout cette nostalgie de l'Empire ottoman qui d'ailleurs n'a pas toujours été une grande puissance maritime, qui a eu lui-même un problème avec sa stratégie maritime. Et ces amiraux se revendiquent plutôt des premières années du kémalisme avec l'idée de, en fait, rejeter les Grecs à la mer. C'est dit très brutalement, mais il y a cette idée qu'en réalité, la lutte de Mustafa Kemal pour l'indépendance de la Turquie a commencé avec cet accord de Lausanne, mais qu'aujourd'hui, l'armée, la marine, les nationalistes turcs doivent poursuivre ce combat pour débloquer les mers autour de la Turquie. Donc les amiraux, eux, se revendiquent d'une vision nationale et kémaliste. Les néo-ottomanistes se revendiquent d'une vision davantage nostalgique de l'ordre impérial. À cela, il faut ajouter un autre point qui est la question des alliances. C'est-à-dire que les amiraux sont dans une logique nationaliste qui se veut réaliste également, c'est-à-dire négocier avec l'ensemble des pays riverains pour isoler un adversaire principal qui est aujourd'hui la Grèce et Chypre. Les néo-ottomanistes, eux, sont davantage dans une idée de solidarité culturelle et religieuse. Et avec du coup des différences très nettes entre les concepteurs de la patrie bleue et le pouvoir du président Erdogan, notamment sur des alliances ou des désalliances, si je puis m'exprimer ainsi, avec la Syrie ou l'Égypte par exemple. Exactement. On a pu penser qu'il y avait une alliance stratégique parce que sur le sujet de la Libye, ils se sont retrouvés. Ça a arrangé Recep Tayyip Erdogan de pouvoir soutenir le pouvoir officiel libyen, proche des frères musulmans. Ça a arrangé les amiraux de voir ainsi défendu leur idée notamment de frontières maritimes turco-libyennes. Mais sur d'autres sujets, par exemple sur l'Égypte ou sur Israël, les amiraux n'ont pas du tout la même approche que le pouvoir turc, que le pouvoir de l'AKP. Pour eux, l'idée est de négocier avec l'ensemble de ces pouvoirs, Israël, la Syrie et l'Égypte. Je dirais qu'il y a d'ailleurs deux courants chez eux qui peuvent paraître parfois incohérents entre eux. C'est-à-dire que vous avez un courant très eurasiste, avec une rhétorique en fait très anti-occidentale, qui par exemple, c'était Soner Polat qui est décédé en 2019, qui présentait la Syrie comme victime d'un complot occidental, qui accusait la Turquie de participer à ce complot mené par l'OTAN. Et d'autre part, on va avoir Cihat Yaicı qui au contraire, lui, va être plutôt dans une optique où il va axer son discours en restant dans l'OTAN, en travaillant avec Israël, avec le maréchal al-Sisi. Mais tout se regroupe en fait avec l'idée que les questions de querelles politiques ou religieuses ne devraient pas influencer les relations de la Turquie avec ces États. Peut-être que pour terminer, on peut en venir à l'actualité toute récente et à l'arrestation d'un des concepteurs majeurs de la patrie bleue sur la question du canal d'Istanbul. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça ? Alors, c'est une affaire qui peut paraître compliquée en effet parce qu'on peut se demander pourquoi cette disgrâce soudaine. Il y a deux aspects, je pense. Il y a tout d'abord un aspect de forme. Le président Erdogan tient bien à montrer qu'il n'est pas dépendant
de qui que ce soit. Il a longtemps été assimilé par exemple à la politique étrangère définie par Ahmed Davutoğlu, son ancien ministre des Affaires étrangères, et il voulait justement se détacher de cette idée, de montrer qu'il prenait ses décisions lui-même, ce qui a finalement mené d'ailleurs à la disgrâce de tous ses conseillers. Les amiraux n'échappent pas à ce sort, en particulier d'ailleurs Cem Gürdeniz, qui a un discours beaucoup plus critique envers l'AKP que Cihat Yaïcı. En le faisant ainsi arrêter brutalement, en réagissant à sa tribune, le président Erdogan voulait aussi montrer qu'il ne dépendait pas d'une fraction ou d'une autre de l'armée et qu'il restait le maître du jeu. Sur le fond, il y a également un désaccord. Le président Erdogan voit le nouveau canal d'Istanbul, qui doit doubler en fait le détroit du Bosphore, comme à la fois une manne économique potentielle et aussi un moyen d'affirmer la grandeur turque, d'affirmer la capacité de son gouvernement à faire de grands travaux. Les amiraux considèrent que ça pourrait être une raison de tension avec la Russie et que pour cette raison, ça pourrait affaiblir encore la position diplomatique turque, notamment face à la Grèce, ce qui les conduit à s'opposer plutôt au principe de ce canal ou en tout cas à son timing. Aurélien Denisot, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Inviter les personnes qui viennent de nous écouter à lire votre étude qui est donc disponible sur le site de l'IFRI. Merci beaucoup. Merci à vous.